Bonjour, c'est le dimanche janvier. Nous sommes ici avec le Canada et nous sommes précisément où là? En Californie, euh, dans la Bay Area. Mhm. On dit encore quoi? Silicon Valley. Silicon Valley, la ville de Hayward. Uh-huh. Mhm. Et aux États-Unis d'Amérique. Tout à fait. Merci pour nous avoir accueillis ici chez vous. Beau couple, ils sont congolais, euh, vivant ici en Amérique depuis quelques années. Ils vont pouvoir se présenter et sans tarder, je passe la parole à ces beaux couples pour qu'ils puissent se présenter. Tu commences? Non, vas-y. Ok, moi je m'appelle Moubedi Kanindo Uh-huh. et Charlotte Canida. Charles Kanindo. Ça fait combien de temps qu'on est mariés? 18 ans. Cette année, ce sera notre 18e année. Wow. Et on se connaît, ça va faire une vingtaine d'années déjà, non? Ça va faire 20 ans. Ah, le temps passe vite. Donc nous avons Kaninda, Oubedi et puis Charlotte Kanida devant nous ici. Né Chilela. Oh, né Chilera. Oui. Mais Charlotte Canida. Uh-huh. On va revenir sur ça. Parce que c'est intéressant. Et vous dites que depuis 18 ans que vous êtes ensemble. 20 ans. 20 Ça ans. fait 20 ans qu'on est Wow. Mais Félicitations. mariés depuis 18 ans. Disons 20 ans qu'on se connaît, hein, pour être précis. Mhm. On n'avait pas fait il y a 14 ans, non. Ok. Ah. Très important. Et la rencontre, parlons de la rencontre. C'était comment? Et c'était quand? Et c'était où? Mariage arrangé, hein? Moi, je crois que c'était orchestré par Dieu. Oui, on peut dire arrangé. Hein. On s'est connus en 2004 par l'entremise des gens qui nous connaissaient. Et deux ou trois personnes se sont dit non, mais ces deux-là, ils iraient bien ensemble. Mhm. Et au départ, ça avait l'air C'est une idée de fou. d'une idée de fou. Et c'est parti de là. Hein. Ça a commencé avec un coup de fil. Toi, tu habitais où? Moi, j'habitais à Mons, en Belgique. Mhm. Donc elle habitait à Mons en Belgique et moi j'étais ici. À l'époque j'habitais où? J'étais En Californie, à San eh, Jose. j'étais à Saint-Nicolas. Oui, c'est vrai, non, j'étais à Saint-José. Et j'ai reçu un coup de fil un beau jour disant que, ah non, pourquoi ne pas te mettre en contact avec cette demoiselle qui habite à Mons. On m'a dit deux choses, elle est très jolie et elle est claire. C'est tout ce qu'on m'a dit. Et tout est parti de là. Je me suis dit, c'est une histoire de fou. Moi, je suis pas partant. Quelle idée. And yet you called. Pourquoi je l'ai appelé en fait? Parce que on m'a mis beaucoup de pression. On m'a mis beaucoup de pression, on m'a appelé, ah tu vas pas appeler ma copine, tu vas pas appeler ma copine. Je me suis dit bon, pour que cette histoire finisse, je vais appeler la copine en question. Ça sera un truc bizarre, j'en suis sûr. Et puis quand on va raccrocher, je vais dire à cette dame-là que j'ai appelé ta copine, maintenant tu peux me laisser tranquille. C'était ça le programme. Je ne sais pas quel programme elle avait. Moi, j'ai dit non, qu'il ne m'appelle pas. Je ne veux pas aller aux États-Unis, c'est un pays de fous. Moi, je vais rester en Belgique, j'aime la sécurité sociale. Donc voilà, et j'ai appelé cette jeune demoiselle pour me débarrasser d'elle. Pas vraiment de me débarrasser d'elle, mais me débarrasser de ceux qui m'ont envoyé l'appeler. Quand je l'ai appelée, j'ai trouvé que cette demoiselle était en train de préparer des examens. Alors j'ai commencé à lui poser des questions sur ses stratégies, comment elle prépare ses examens, comment ça se passe. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que, ah, mais on a parlé comme quoi, une demi-heure. Et j'ai dit non, c'est quand même, la conversation était quand même intéressante. Cette jeune demoiselle m'a l'air d'être quand même différente des autres. Peut-être que, hein, je lui donne une deuxième chance. Une deuxième chance et voilà, on a continué à s'appeler. Hein. Et comme disent les Américains, one thing led to another. Et puis un beau jour, elle m'a envoyé une carte postale. Ma soeur venait de Belgique, me rendre visite, et elle lui a envoyé une carte postale qui disait... Quoi encore avec la carte postale?
si vous n'êtes pas content de recevoir une carte de moi, vous pouvez me l'envoyer. Moi, je serais contente de recevoir une carte de vous. Donc, elle se rappelle encore de ses paroles jusqu'à ce jour. Et, là, et voilà quoi. Et puis je me suis dit, bon, pourquoi ne pas aller lui rendre visite? Bien qu'elle a essayé de m'induire en erreur. Hein. À un moment, j'ai dit, bon, voilà, ça fait un moment qu'on cause, peut-être que tu m'envoies une photo, je t'envoie une photo. Comme ça, le mystère est quand même un peu éclairci. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a envoyé une photo. Elle était sur la photo, mais elle a essayé de me convaincre que c'était pas elle. Elle m'a dit, je suis la fille qui est habillée, je ne sais pas comment là, donc c'est elle. Bon, je ne suis pas allé là-dedans non plus aussi. On m'a déjà décrit que non, elle est claire et elle est jolie. Pour ne pas décrire l'autre personne, hein, je n'ai pas les problèmes, mais je savais que c'était pas elle. Donc voilà, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas aller faire un tour, voir de mes propres yeux de quoi il s'agit. Et ça, c'est après combien de temps? 1 mois, 2 mois, 3 mois? Peut-être un an, hein? En tout cas, c'est allé très vite. Je crois que tu es venu cette même année. Parce que c'est pas la fin de l'année que je suis venue te voir en Californie. Décembre, hein? Mais c'était 2004, hein? Yeah? Yeah. Ok, Yeah, je crois donc que tu es venu je suis venu quelques l'été mois alors. après. J'ai dû venir pendant l'été. Donc, tu as quitté les États-Unis pour se rendre En Belgique. Pour voir la personne à côté de toi. Pour vérifier. Pour vérifier. Cendrillon. Pour vérifier, yeah. Et ok, avant qu'on arrive là, à l'étape de la visite en Belgique, c'était comment avant d'envoyer la carte postale, l'invitation? Bon, pour moi, c'était un voyage spirituel. Hein. Ok. Je suis une personne de foi depuis mon très jeune âge. Alors, à un moment donné, je savais que j'étais prête pour le mariage, mais j'arrivais pas à être convaincue que je rencontrais la bonne personne. Il y avait quand même des gens, mais c'était pas les bonnes personnes. Et ça, je le savais intérieurement. Alors, à un moment donné, il y a un pasteur qui avait prié pour moi et je me suis accrochée. C'était comme une prière prophétique, j'y ai vraiment cru. Et en cette période, donc, j'étais à l'air, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Et au départ, quand on m'a parlé de lui, j'ai rejeté l'idée en bloc parce que je ne m'attendais pas à ce que ça vienne de là. Mais à un moment donné, le jour où il m'a appelé, parce que j'avais déjà dit non, qu'il ne m'appelle pas, je ne veux pas parler avec. Mais le jour où il m'a appelé, quelque chose m'a dit, sois humble, sois gentil avec lui. Au pire des cas, tu auras un bon ami. Et quand on a commencé à parler, plus on parlait, plus j'aimais ses appels, je le trouvais intéressant et tout. Je n'étais pas encore convaincue que ça m'emmènerait à quelque chose. Parce que je ne sais pas pourquoi les gens nous présentaient beaucoup de gens à la fois et ça n'aboutissait à rien. À des bonnes amitiés, bien sûr, mais c'était toujours pas eux. Alors je me disais, bon, au pire des cas, ça devient un ami comme tous les autres. Mais avant même qu'il ne vienne, j'ai commencé, il me posait des questions sur mes habitudes, ma vision du mariage, sans me draguer, mais il me posait déjà des questions assez intimes. Et à ce moment-là, j'ai commencé à discerner déjà d'un niveau spirituel que ça devait être lui. Mais je n'étais pas encore convaincue jusqu'à ce que je le rencontre. Et dès que je l'ai rencontré, la première fois que je l'ai vu, j'ai su que c'était lui. Je pense que les gens veulent savoir c'est quoi, qu'est-ce que le pasteur avait dit comme prophétie. Ils veulent savoir. C'était très simple. Hein. J'habitais dans le même immeuble où il y avait mon église. Et après un service, il y avait un pasteur invité, il s'appelle Pasteur Adama. Et je suis sûre qu'il ne se souvient pas de moi. Et on cherchait où lui offrir à manger. Donc moi, comme j'habitais pas loin, on l'a accueilli chez moi. Et après son repas, les gens sont joyeux après un bon repas. Il m'a demandé, mademoiselle, vous êtes mariée? Je lui ai dit non. Fiancée? Non. Il m'a dit, oh, c'est par choix? Je lui ai dit non, c'est pas mon choix. Moi je suis prête pour le mariage. Et il m'a dit, ok, on va prier, mais je vais prier avec foi. Et il me dit, ok, que je prie en anglais ou en français? Parce que pourquoi vous me posez cette question? Il me dit, non, je crois que si je prie en anglais, tu auras un anglophone. J'ai dit à pasteur, je veux bilingue, il faut prier dans les 2 langues. Et quand il a prié, sa prière était simple. Hein. Il a demandé avec foi à Dieu qu'à la même époque, la même année,
que ma vie ait changé, que je puisse rencontrer l'homme de ma vie. J'y ai cru. Et quand ce temps approchait, je ne l'avais pas encore rencontré, donc ça allait faire bientôt une année. J'ai dit à mes amis, j'ai ma meilleure amie avec moi. Elle s'appelle Bébéta. Je lui ai dit, il y a quelques jours, j'ai dit, il y a un blocage quelque part. Moi, c'est pas ce que j'aurais voulu pour ma vie. À cet âge, moi, je voulais déjà être mariée. Et je me sens prête. Ce pasteur a prié pour moi en jeûnant, priant. Je veux jeûner et prier. Et mes amis m'ont un peu ri au nez. Ils ont dit, on arrive au niveau, on commence à jeûner et prier pour le mariage. Et à l'époque, si je vous dis mon âge, pour beaucoup, j'étais très jeune. Mais je discernais que c'était mon époque. Ça devait se passer comme ça. Et donc là, j'ai jeûné et prié. C'est là qu'on emmenait son dossier. Il était anglophone. Et bilingue. Et pour dire les choses comme elles sont, j'avais vraiment du mal à tomber amoureux. C'était ça le problème. De ressentir quelque chose pour quelqu'un. Ça ne me vient pas facilement, hein, ces choses-là. Et donc, mais quand j'entendais sa voix, ses blagues, tout ça, ce sentiment-là naissait. C'est comme ça que j'ai discerné. C'était pas une voix dans le ciel, non. J'ai vu ça comme ça, mais... Donc sa voix était comme cette huile-là qui fait le massage du cœur. Oui. En tout cas. En anglais, on dit soothing. Comfort. Yeah. Wow. Amazing. Et les voyages en Belgique. Bon, le voyage en Belgique, c'était intéressant. J'étais allé en Belgique, c'était quoi là 2001, je suis allé en Belgique pour le mariage de ma soeur. Mais là, on parle de 2004. 2004, oui, je suis allé en Belgique. Bon, j'ai fait le voyage. Bon, d'ailleurs, c'est elle qui est venue la première. Hein. Non, c'est pas comme ça. Oui. Du coup, tu me dis non. En 2004, il me dit brusquement, je viens voir ma soeur. J'ai dit, yeah, right. Ta soeur, elle est ici depuis. Moi, je ne l'ai pas vu venir, donc j'ai compris qu'il venait. C'est toi qui es venu. Non, mais oui, j'ai fait le voyage en Belgique, mais tu es venu à la maison. Ah, mais oui, mais il y a des façons de dire ça. Oui, il est arrivé en Belgique. Bon, moi, j'étais dans les études. Et je lui ai dit, bon, j'ai pas beaucoup de temps et tout, donc vois ta soeur d'abord, et puis nous, on se voit après. Et là, un jour, je suis en classe. Donc, je crois que c'était son 2e ou 3e jour. On s'était promis de se voir le week-end, mais je suis en classe. Et je sens une conviction au-dedans de moi qu'il y avait très peu de temps et que je devais déjà y aller. Donc du coup, je ferme mes cahiers, mes clics et je pars jusqu'à Bruxelles pour... comme ça, j'apparais comme ça. Il était venu, je crois, pour 1 semaine ou 10 jours. Donc on avait effectivement très peu de temps. Je suis venue par conviction et voilà, j'étais là où le jour aussi attendait pas. Et ensemble, ça s'est passé comment? C'était un voyage réussi, plein de belles surprises ou déçu? Je pense pas que c'est déçu. Non, je pense que c'était un voyage bien réussi. On a eu l'occasion de se voir, on a eu l'occasion de causer. Et pour moi, au moins, bon, certaines choses qui étaient un peu... Comment je peux décrire? Pas encore sûres. Parce que bon, c'est une chose de parler avec quelqu'un au téléphone, c'est une chose d'envoyer des emails, mais quand vous êtes avec la personne, comment vous allez vous ressentir, comment va être l'interaction entre les deux personnes. Et puis j'ai trouvé quand même que c'était aussi très bien qu'elle était plus jolie en réalité que sur les photos. Ça c'est pas une mauvaise chose aussi. Donc je me suis dit, ah, ok, on continue à travailler sur ce dossier. Et je lui ai dit, écoute, j'ai fait ce déplacement, maintenant c'est à ton tour. Bon, pourquoi ne pas venir voir où je vis et comment ça se passe de mon côté? Comme ça, tu te fais une idée. Parce que bon, elle avait toujours cette idée de la Belgique, je pense qu'elle me soufflait des idées où toi tu peux venir t'installer ici, des choses comme ça. Je ne voulais pas partir, je voulais te dire. Mais non, pas jusque-là. Oui. Heureusement. Non, je dis, pourquoi ne pas venir passer la nuit avec moi? Donc c'était un voyage réussi. C'était un voyage réussi, oui. 20 ans passés. Waouh.
Avril, hein? Mais 20 ans passés, Avril 2004. vous n'avez pas changé. Black don't crack. Sur les photos de cette époque-là, 20 ans après, ce sont les mêmes personnes, même physionomie, même beauté. Merci pour le compliment. Plus ou moins, oui. Il y a un peu des cheveux blancs là. Hein? Oui, un peu de Deux cheveux ou trois. blancs. Ce sont des corps étrangers. Corps étrangers. Et de la Belgique jusqu'ici, ton voyage, ton expérience. Bon, nous, nos fiançailles, c'était pas facile du tout. Donc, c'était comme un mini combat comme ça. Et, mais ça a réussi, on a abouti. Et bon, quitter la Belgique. Ah oui, la visite. Pas Oh, encore. on en est à la visite. Oui, oui. Oui, ça c'était très intéressant. Bon, quand il est venu, au départ, quand on causait, et tout, je prenais pas ça trop au sérieux. Mais dès que je l'ai vu, j'ai pris la relation sérieuse et j'ai commencé à avoir beaucoup de craintes, d'inquiétudes, comment me comporter, comment ne pas tomber dans le péché, parce que je vous ai dit, ma foi, c'est très important. Et donc, du coup, comme il a dit, déjà pendant son séjour, il n'a pas dragué. Ça, c'était surprenant. Il avait que 10 jours. Donc, moi, dès que je me suis rendu compte que j'étais intéressée, je m'attendais à ce qu'il dise quelque chose. Mais pourtant, il m'avait écrit un email, mais comme je passais beaucoup de temps avec lui, je ne lisais plus mes emails. Donc, j'ai lu ce email-là quand il était parti. Mais juste avant de partir, il m'a quand même fait des promesses et il m'a demandé de venir le voir. Mais je n'avais pas les moyens d'aller le voir. Donc, je me disais, il raconte des histoires. Je dis, ok, va là-bas, tu vas me demander quand tu vas arriver. Dès qu'il est rentré, il a envoyé les documents nécessaires pour que je vienne passer les vacances. C'était des vacances de rêve. Là, je me suis transformée en Cendrillon avec mes petits souliers en verre. Hein? C'est ça qu'on dit. Donc, il m'a super bien traité. Super bien traité. Oui, vraiment gâté, traité avec respect, avec dignité. Vraiment gâté, quoi. Et il m'a présenté à tous ses amis. Donc ça, c'était quelque chose qui m'avait marqué. Je ne parlais pas l'anglais, pas très bien. Je savais comprendre un tout petit peu. Il y avait le barrage de la langue, mais ça s'est bien passé. Donc après, déjà, quand je rentrais, je savais que je l'aurais suivi jusqu'au bout du monde. Hein. Donc le voyage s'était bien passé. Wow. Et j'ai remarqué qu'il était aimé et respecté de tous ses amis. Aimé et respecté, donc que demander de plus? Excellent. Excellent. Tu es rentré en Belgique et c'était après combien de temps pour que le voyage commence? Quel voyage? De 2004, Les ça choses c'est... sérieuses commencent. Ça, c'était en 2004 et en 2005, ça s'est précipité. C'était en 2005. C'était en 2005. Ouais, Vous êtes mis d'accord que oui. Parce que 2005, je crois que je suis venu 2 fois. Hein. Oui, oui. Il est venu me voir quelques fois de plus. Moi aussi, je suis venue le voir quelques fois de plus. Il a très vite proposé. Et c'était le jour de ma graduation. Je crois qu'il voulait augmenter la qualité de l'événement. Donc, je finissais... Le jour où j'ai eu mon diplôme, il a proposé. On a tous suivi une très belle histoire. Comment l'un et l'autre se sont fréquentés. Des doutes à la précision, à l'assurance. Et les voici aujourd'hui, 20 ans après. Kudos. Ensemble. Ici aux États-Unis, vous êtes mariés. Allez, la première année, comme marié. La première année de mariage, je trouve que c'était quand même une année difficile. Difficile parce que, bon, en rétrospective, je pense que je n'avais pas compris beaucoup de choses au sujet du mariage. Déjà, c'est de 1 et de 2. Aussi, je n'avais pas réalisé à quel point c'était un choc pour elle de quitter la Belgique, quitter son environnement, quitter son groupe, ou sa routine, la langue, la nourriture. Donc, tout était vraiment à zéro, en fait. Et je n'avais pas vraiment apprécié ça à sa juste valeur. Et puis, bon, en Californie, ça faisait 6 ans que je vivais en Californie, je vivais seul.
Donc 6 ans où j'avais ma routine. Mhm. Je fais ça et je le fais comme ceci, je fais ceci, je le fais comme cela. Et puis voilà, bon, maintenant elle a aussi sa routine, elle a aussi sa façon à faire des choses. Mhm. Donc je dirais que quand même c'était un peu... Il y avait une période quand même d'ajustement qui était quand même un peu difficile, non? Tu dis quoi? Ah, pour moi, c'était super dur. Bon, non seulement j'ai tout quitté, mais je commençais ma vie de femme. Hein, et avec toutes les bonnes intentions, il faut faire les petits plats, hein, tu vois, faut faire ce qu'il faut faire pour que ce soit bien. Mais je commençais aussi my journey, mon voyage en tant que mère. Et là, j'étais retournée aux études. Ils n'ont pas accepté mon diplôme. J'ai pu transférer quelques classes. Donc, je recommençais presque à zéro. Donc, je devais faire le deuil de ce diplôme, des papiers d'étudiante. Donc, il fallait attendre même pour avoir le F1, la carte de résidence. Et entre-temps, je faisais mes enfants, j'allais à l'école. Et les enfants, quand ils sont petits, ça fait des fièvres, des rhumes, tout ça. Et j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'avais des examens, mes enfants tombaient malades. Donc j'en ai beaucoup souffert. Et puis, bon, moi, je m'étais mariée pour la romance. Quand j'étais jeune, je ne faisais pas vraiment des aventures, des choses comme ça. J'attendais le mariage, mais je voulais la vie de Cendrillon. Et donc, quand je suis arrivée, bon, lui, il travaillait, il faisait ses choses. Je ne savais pas conduire à l'époque. Il fallait apprendre à se débrouiller dans un nouveau pays. Donc, je le vivais très, très, très difficilement. Très, très, très difficilement. Yeah. Yeah. Donc, la première année, ensemble, c'était pas facile. C'était quoi votre ressource à vous deux? Parce qu'au pays, on a les tantes, oncles, cousins, cousines, quand on est fatigué, allez. Mais en ces temps difficiles-là, première année de mariage, c'était quoi vos ressources ou votre ressource en commun? Je pense qu'on n'avait pas de ressources. À l'époque, on n'avait pas. Et c'est ce qu'on a dû changer pour survivre. Parce qu'à l'époque, déjà, on n'a pas exactement la même religion. Lui, il est catholique, je ne suis pas catholique. Donc, on allait dans des églises séparées. Et chacun ne croyait pas en la foi de l'autre. Donc, ne croyait même pas que l'autre avait spiritual journey. Donc, il y avait déjà ce conflit-là. Et puis, on n'est pas du genre, par l'éducation, aller vraiment se confier. Moi, les meilleures amies, Bébéta, je peux lui dire quelque chose, mais pas beaucoup. Elle peut peut-être observer quand elle vient en vacances. Si je cours comme une folle, elle va le voir. Donc, on peut avoir une conversation dessus. Mais à part ça, on le vivait seul. Et même pour faire comprendre à l'autre, lui n'exprimait pas ses difficultés, je ne savais même pas qu'il en avait. Je croyais que j'étais la seule à passer par les moments difficiles. Et moi, quand j'essayais de lui expliquer ce par quoi je passais, I was feeling dismissed. Je trouvais qu'il n'écoutait pas, et je ne comprenais pas ma place. Je ne voyais même pas pourquoi j'étais là à un moment. Et il y avait des fois, bon, j'avais cette panique qui était, je crois, diabolique, pour me dire si ça ne va pas marcher, c'est mieux que ça échoue plus tôt. Ça doit échouer quand tu n'as pas encore d'enfant ou quand tu n'en as qu'un seul, au lieu de continuer à t'enfoncer dans quelque chose qui ne va pas encore marcher, parce que je remettais en doute son amour pour moi. J'étais tellement dépaysée, tellement, et il ne me tenait pas la main dans ma version. Comment moi je voulais qu'il me tienne la main. J'avais mon image, là où il allait me cajoler, me chouchouter, me parler comme ceci, comme cela. Et donc ça me mettait vraiment en conflit. Donc, comme vous le dites, on n'avait pas ça. On était vraiment perdus quand même. On était seuls. Et on était jeunes, hein. Moi, je crois que j'avais 25 ans à l'époque, et lui, en tout cas moins de 30 ans, il avait peut-être 28, quelque chose comme ça, on était très jeunes. Et malgré ça, ce n'était pas une raison pour vous de dire que je n'ai pas des ressources, je n'ai pas des gens autour de moi, j'abandonne. Non. Pour moi, c'était clair. Moi, j'avais cette conviction que je me marie pour une seule fois. Donc, on va trouver un moyen, d'une façon ou d'une autre, que ça marche. Parce que si ça ne marche pas, il n'y a pas une deuxième version. Et moi, je crois que c'est comme ça qu'il nous a sauvés. Parce que pour moi, j'étais plutôt immature. J'avais tout le temps cette panique, l'envie de faire mes bagages. Je ne sais pas si j'avais fait mes bagages quelquefois. Mais mon éducation m'empêchait de franchir la porte. Parce que moi, je suis du Kasaï. Et chez nous, quand tu pars pour rentrer, c'est pas de la blague.
Donc je savais que si je partais, je ne pouvais pas arranger ça facilement. Donc les trucs de oh, je crois qu'il m'aime pas, je crois que tu dois être sûr, tu vois. Il n'y avait aucun crime qui avait été commis, aucune infidélité, c'était juste que je me sentais mal. Donc je ne pouvais pas partir pour ça. Je ne pouvais pas. Et donc... Il y a une dame, une femme, quelque part, immigrée, qui vit ici, qui vit en Europe, qui est en train de traverser la même situation, les mêmes circonstances. Un mot? Moi j'ai un mot. Je ne comprenais pas en fait à l'époque que ma vie, mon mariage, c'était la résultante de tous mes choix. Et que je pouvais faire certains choix qui devaient changer ma vie. Ça, c'est de un. De deux, comme vous l'avez dit, j'avais pas de partenariat ou quelque chose qui me soutenait dans ce mariage. Je n'étais même pas assez éduquée. On croit qu'on est éduqué pour le mariage, mais souvent on ne l'est pas assez. Et puis, il faut apprendre l'autre. Apprendre à communiquer avec, apprendre comment arriver à ses objectifs avec ce qu'on a. On a le mariage qu'on a, c'est pas le mariage de la voisine, c'est pas le mariage de rêve. Donc, ce qui m'a sauvée, moi, c'est de trouver la base même biblique. Parce que quand j'ai compris qui il était, je l'ai de moi-même élevé, et j'avais pas fait ça dès le début, mais je l'ai élevé au niveau d'être un seigneur pour moi et un prêtre et c'est quoi, un prophète aussi en quelque sorte. Et donc quand j'ai compris comment il fonctionnait, ce à quoi il allait répondre, j'ai pris aussi cette décision de, je le vois maintenant comme un lion, mais à qui je dois donner des forces pour qu'il aille se battre dans la vie pour nous. Et quand j'ai compris aussi comment son cœur fonctionne, j'ai compris que le bien qu'il comprend, qu'il connaît, il fait. Alors, le soutenir dans sa foi, comprendre sa foi, j'ai dû faire ce pas. Et les principes du mariage, comprendre comment un homme fonctionne, qu'est-ce qu'il retient de l'information que je lui donne. Maintenant, je comprends les capacités aussi qu'il a. Il y a des choses, des détails qui sont importants pour moi, mais lui, maintenant, je sais, au moment où je lui parle de certaines choses, je sais que ça, c'est pas entré. C'est ça qui est entré, mais bon, on va se contenter de ça, pour telle raison. Donc, apprendre et vouloir être marié, vouloir rester marié. Donc, dès que j'ai discerné que tout ça, c'était entre mes mains, et avant même que je ne comprenne que lui aussi, il allait faire sa part, mais prendre la décision moi-même, toute seule, de changer ce qui était en moi de mal, de l'aimer lui et de construire avec ce qu'il m'offrait, parce qu'il m'offrait beaucoup. Et du coup, lui aussi, au même moment, à peu près, je pense, il prenait aussi la même décision. Mais avec ou sans lui, il y avait déjà moyen d'arranger. Merci. Le message est passé. Vous avez des enfants? Combien? 3. Donc, on a une fille qui a 16 ans, elle aura bientôt 16 ans. Et on a 2 garçons. Qui vient juste d'avoir 13 ans et l'autre aura 12 ans. Wow, okay. 2 garçons et une fille. Vous êtes congolais, disons, et culturellement aussi congolais. Et vous élevez des enfants culturellement américains. Mais vous avez réussi une éducation congolaise, de la tradition congolaise, cette bonne éducation-là congolaise. Comment vous en sortez-vous à élever des enfants culturellement américains avec une éducation congolaise? Je ne pense pas qu'il y ait un conflit. Parce que je trouve que les parents décident. L'éducation, pour moi, ça commence déjà dans le ventre. Et quelles que soient les choses auxquelles les enfants sont exposés à l'extérieur, à la maison, c'est là où on peut renforcer toutes les choses. Et donc, on leur donne comme un cap. Ici, dans notre maison, c'est comme ceci qu'on fait les choses. Ici, chez nous, c'est comme ceci qu'on fait les choses. Bien sûr, ils sont exposés à d'autres choses à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui sera renforcé à la maison? Et qu'est-ce qu'ils vont comprendre qui est important pour eux et pour nous en tant que famille? Donc, c'est ça que je trouve qui est important. Je ne pense pas qu'on peut vraiment élever les enfants ici exactement de la même façon qu'on le fait au Congo, parce que
c'était un environnement qui est différent. Mais je pense qu'on peut essayer de chercher quelles sont les valeurs les plus importantes et les inculquer aux enfants qui naissent ici et qui grandissent ici. Donc c'est pas nécessairement copier-coller, faire exactement comme au Congo, mais il y a des valeurs qui sont transcendantes et c'est ça qu'on essaie de transmettre aux enfants. Par exemple, quoi, le respect des parents, l'importance du travail, comment cet amour qui doit exister entre frères et sœurs, l'importance de la famille, et le fait que la famille est vraiment grande. Son histoire et la mienne sont assez similaires. On a eu beaucoup de gens qui sont passés par la maison. Les cousins, les tantes, parfois c'était un moment très bref, juste une visite, parfois c'était un peu plus long. Et nos enfants aussi ont été exposés à quelque chose de similaire, où il y a les tantes qui viennent de Washington, il y a les tantes qui viennent de Belgique, il y a les tantes qui viennent de ceci, il y a les grands-parents qui sont venus du Congo. Donc c'est quelque chose que pour eux c'est normal. Donc, tu veux ajouter quelque chose? Bon, il y a des fois aussi un peu des petits, bon, pas des conflits, mais des différences, des nuances. Par exemple, l'habillement, quand c'est l'été ici, hein, on veut bien s'habiller légèrement et tout, mais quand on accepte ça et puis après on va au Congo en vacances et tout le monde dit mais les shorts, pourquoi on met les shorts? Vous voyez? Mais même déjà à notre niveau, quand on rentre, il y a des choses que nos familles ne comprennent pas nécessairement. Donc c'est choisir les valeurs, celles qu'on va garder, et choisir ce qui va être fait à la maison. Et à la fin, comme il a dit, on est les parents. Hein. Ils peuvent dire que bon, mais les autres, ils font pas comme ça. On leur dit, bon, on n'est pas les autres. Nous, on vient de quelque part. On leur rappelle leurs origines. Il faut les emmener, voir d'où ils viennent et qu'ils comprennent. Ça développe quelque chose en eux. Hein. Tout à fait. Et j'ai aussi remarqué qu'ils comprennent, ils parlent aussi français, ils comprennent aussi le lingala. Lingala, non. Hein. Non, le lingala, on n'a pas fait. Le français, quand même. Honnêtement, au départ, on voulait qu'il parle français. Et puis, on a eu un petit problème là où notre fille à l'école, elle a pas pris la langue comme on nous disait que ça allait être facile et tout. Elle a pas su parler anglais sans qu'on lui parle anglais à la maison. Donc, on nous a convoqués, on nous a dit il y a quelque chose qui ne va pas avec l'enfant. On dirait qu'elle ne prend pas les instructions. Et moi, je suis venue passer une journée avec elle à la crèche. Et on lui disait de faire des trucs qu'elle ne faisait pas. Et puis j'essaie de lui parler. Je lui ai dit, mais on t'a dit de faire ceci et tout ça. Elle s'est exécutée. Et directement, ils ont diagnostiqué, c'était la langue. Et c'est eux qui m'ont demandé de switcher, voir si ça allait débloquer. Ça a débloqué la situation et c'est resté. Alors, honnêtement, moi, j'accordais pas une préférence au français. Mais après, j'ai quand même des regrets parce qu'avec les autres membres de la famille, ça aurait été plus efficace pour la communication s'ils parlaient très bien français. Maintenant, on essaie quand même, on a continué d'essayer. La grande, elle peut un peu parler, mais ils ne sont pas à l'aise comme nous, on est. Non, vous n'avez pas de problème pour eux qu'ils apprennent nos langues? Non, on aurait bien aimé. Non, pas du tout. On aurait bien aimé. Mais déjà, il faudrait dire que de génération en génération, on s'écarte un peu. Par exemple, lui, il n'a pas grandi à Kinshasa. Pas grandi au Congo. Il n'a pas grandi au Congo. Donc déjà, son lingala n'est pas assez bon. Mais il fait des efforts. Mais c'est pas facile pour lui de transférer ça. C'est toi son coach en lingala. Voilà. Je l'étais. Il nie, hein. Mais c'est grâce à moi qu'il parle le lingala aujourd'hui. C'est quand je suis arrivée qu'il a parlé lingala. Vous voyez? Alors, imaginez nos enfants. Lui, il était encore dans un pays d'Afrique, il venait souvent en vacances. Imaginez nos enfants. Donc, on doit des fois être réaliste. Hein. C'est pas facile. Mais on fait quand même des efforts. Quand même des efforts. Mais vous les amenez aussi au Congo, visiter la famille. Moins qu'on voudrait, mais oui, on les emmène. Ok. Et ils mangent quoi? Congolais, américains, les deux? Les enfants sont voraces. Ils mangent bien. Bon, il y a des trucs, par exemple, ils aiment le foufou, mais ils veulent que ce soit avec le ngaï, l'oseille. Donc, précisément. Mais sinon, ils mangent tout. Ils aiment beaucoup la nourriture congolaise. Il y a beaucoup de saveurs. Maintenant, nos enfants, ils préparent.
Le seul truc, c'est que quand il faut préparer, ils vont plus préparer c'est qui... les pâtes, le riz, leurs trucs. Mhm. Mais on parlait avec eux, donc il est temps qu'ils préparent plus le pondou, le foufou et tout. On va leur apprendre. Ok, un jour ils vont se marier, ils vont quitter cette maison. Parce qu'ils vont grandir et partir. Je sais que ça sera un choc, mais quelle est votre participation à leur choix de conjoint un jour? Qu'est-ce que tu veux dire par participation? Oui, ma fille, amène-moi un Donc, garçon assaillant. bien tel, je veux qu'il soit comme ça, bien éduqué, ça. Et mon fils, amène-moi une fille qui est bien éduquée, tout ça. Il y a une participation. Ou alors vous les laissez seulement, amenez-moi qui tu veux, bon, ça va, on va avec. Je dirais que emmène-moi qui tu veux, ça va pas passer. Mais, c'est-à-dire que bon, on a notre propre expérience du mariage. On a aussi, bien sûr, appris en tant que témoin dans le mariage de nos parents. Donc, on a une idée de ce qui marche. On a aussi eu vent, ou bien on a été témoin de d'autres mariages où il y a eu vraiment beaucoup de problèmes. Ou bien même ça s'est fini en catastrophe. Donc, on a une idée. Certaines personnes ont l'idée que non, il faut absolument que ce soit un Congolais. Moi, je trouve que si c'est un Congolais ou une Congolaise, c'est vraiment l'idéal. Mais ce n'est pas un truc qui va dire que amène-moi un Congolais ou rien. Parce que je me dis que, bon, quel est l'environnement dans lequel les enfants grandissent et quelles sont les options? Je trouve que tant que tu es marié avec la bonne personne, entre guillemets la bonne personne, c'est mieux d'être marié à la bonne personne que d'être marié à un Congolais, une Congolaise qui n'est pas la bonne personne. Parce que comme je disais, pour moi, le mariage, c'est pour la vie. Et le mariage, c'est difficile. It's hard, it's really difficult. Avec la bonne personne. Donc pourquoi insister que je dois faire le choix pour mon enfant? Moi, mes parents n'ont pas fait le choix pour moi. Pourquoi moi, je dois faire le choix pour mon enfant? Dans le sens que je vais définir des paramètres qui sont assez restreints. Mais quand même, on leur dit, il faut quand même que ce soit quelqu'un qui ait la crainte du Seigneur, il faut quand même que ce soit quelqu'un qui ait des bonnes manières, il faut que ce soit quelqu'un qui a de l'ambition, dans le sens que tu ne vas pas nous amener un gars ou une go qui n'as pas fait l'école, tu ne travailles pas, tu es assis à attendre que la main tombe du ciel. Non, ça ne va pas passer. Toi, tu dis quoi? Ouais, c'est la même chose pour moi. Nous, on n'aurait peut-être pas été le choix idéal de nos parents for each other. Donc, je me suis fait la promesse de ne pas m'opposer comme tel au mariage de mes enfants. C'est pour cela que on fait un effort très sérieux pour les préparer. On a beaucoup de conversations. Vous savez, en Californie, les distances sont grandes. Donc, on conduit 1 heure, 2 heures pour aller ici et là. On parle beaucoup. Et on définit plutôt des principes de vie, genre, ma fille, est-ce que tu seras soumise à ton mari? J'étais surprise de demander. Cette fois-là, ce n'était pas à ma fille, mais à une fille que je connais, tu seras soumise à ton mari. Elle m'a dit non. Je dis pourquoi? Elle m'a dit non, la soumission, c'est quelque chose de mauvais. Je dis c'est quoi la soumission pour toi? Elle m'a dit non, c'est tu te couches comme un dormate. Et c'est comme si tu as un torchon et il marche et il piétine. C'est pas ça la soumission, vous voyez? Et là, ma fille était là, on a eu cette conversation pour leur expliquer les choses. Donc, c'est ce qu'on fait. Et on prie déjà pour que par la grâce de Dieu, Dieu mette sur leur chemin cet homme qui a des valeurs chrétiennes. Mais quand dans mes prières, il n'y a pas la race. Il n'y a pas la race. Et je demande vraiment le choix de Dieu dans toute sa sagesse. Et je ne limite pas ça à ma culture. En fait, je pense que l'erreur que beaucoup de parents font, ils n'ont pas ces conversations quand les enfants sont très jeunes. Et ils sont surpris de la personne qui passe par la porte. C'est-à-dire que ils attendent que l'enfant fasse le choix et maintenant ils veulent maintenant juger le choix en fonction de paramètres ou de principes qui n'ont jamais été communiqués auparavant. Ça devient vraiment difficile. Surtout que tu as un enfant, je sais pas, il est dans la
la vingtaine ou la trentaine, ce sera difficile. Donc, le mieux, je trouve, c'est quand les enfants grandissent, comme on a dit, on a 16, on a 13, on a presque 12. Ce ne sont pas des bébés, ils ne sont pas prêts pour le mariage, bien sûr. Mais on a déjà ces conversations. C'est quoi le mari idéal pour toi? Quelles sont les qualités que tu cherches chez une femme, chez un homme? Et là, on peut déjà commencer peut-être à mettre des garde-fous, ou bien leur montrer quel sens, dans quelle direction aller, où on pense que la probabilité d'avoir un meilleur choix est plus élevée. Donc, quand ils vont commencer à faire leur choix, on espère que en arrière-plan, ah oui, ça on n'avait dit pas comme ceci, ça on n'avait dit pas comme cela. Au lieu de ne rien dire, et maintenant ils ont fait leur choix en connaissant de leurs valeurs en tant qu'enfant, j'imagine. Et là, on commence à critiquer le tout. Ah, ça va pas, ça va pas, comment ils allaient savoir? Donc, il faut vraiment faire ce travail à l'avance. Ok. Et vous le faites déjà? On le fait déjà. Et encore, il faut se souvenir qu'on n'est pas chez nous. Donc, des fois, les choix, on cause avec beaucoup de nos jeunes, hein? Les choix qu'ils auraient aimé faire ne se présentent pas. Parce que déjà, dans notre culture, c'est l'homme qui approche la femme. Ça, c'est de un. De deux, tu vas voir même ces hommes, même ceux qui ne t'ont pas approché, tu regardes autour de toi. On voit au fait, hein, nos jeunes garçons sont vraiment underrepresented comparé aux filles. Il y a très peu de jeunes garçons qui viennent dans la communauté. Et parfois, ceux qui viennent, il y en a combien et est-ce que c'est leur rêve? Il y a beaucoup de paramètres parce qu'on n'est pas chez nous. Là où il y a une abondance d'options et de choix. Êtes-vous préparé à leur départ? La première à 16 ans, dans 2 ans, elle va partir au collège. Les années passent vite. Hein. Ça passe vite, oui. Le gars qui a 13 ans aussi, dans 4 ans, non, pas 4 ans, dans 3 ans peut-être, 3-4 ans, 4-5 ans, il va aussi partir. Êtes-vous préparé? Non. En fait, c'est... on peut être préparé, peut-être psychologiquement, je ne sais pas comment dire. Mais le jour J, ça va juger. Mais c'est comme le mariage, en fait. Oui. On se prépare, soi-disant, pour le mariage. On peut même faire sur des cours de préparation pour le mariage et tout ça, mais c'est une toute autre chose d'être marié. Peut-être qu'on est préparé pour 10%. Le reste, ça s'apprend sur le tas. Donc, j'imagine qu'on peut se préparer, on va dire l'année prochaine, déjà quand l'année prochaine, ils vont commencer à réfléchir quelle université, commencer à penser où est-ce qu'on va envoyer les formulaires pour les demandes. Donc, quand on passe par ce processus, on commence à se comprendre déjà que, ça se rapproche ce truc, c'est plus juste un truc qui est dans 5-10 ans, mais tant que l'enfant est encore là, il est encore là. Est-ce que vous pouvez ouvrir une parenthèse là-dessus, sur le fait que les enfants, à un certain âge, ceux qui n'aiment pas en Afrique, doivent quitter pour aller au collège de leur choix? Bon. Comment ça se passe ici? Généralement, ici, comment ça se passe? Il n'y a pas vraiment une seule façon de le faire. C'est-à-dire que tu choisis, l'enfant a une liste d'écoles où il ou elle veut aller. Ils envoient les demandes, ils sont peut-être acceptés, ils ne sont pas acceptés dans certaines écoles. Maintenant, si tu as le désir et la chance d'aller dans une école qui est à côté de la maison, c'est possible. On est dans la Silicon Valley, il y a beaucoup de très bonnes écoles qui sont autour de nous. Donc tu peux avoir cette chance où tu vas à l'école et tu n'es pas loin de la maison. Ou tu peux aussi avoir une situation où, parce que moi quand je suis venu, j'ai fait l'université ici à Washington, j'étais pas loin de la maison. Donc je prenais le bus à l'école, j'ai fini, je rentre. Mais comparé un peu à comment on fait au Congo, ici les enfants sont responsabilisés très tôt. Donc typiquement, 18-20 ans, l'enfant peut être parti. Oui, il peut être parti, oui. Chez nous, on pouvait rester jusqu'à 26 ans, 30 ans. C'était normal, personne n'allait se poser trop de questions. Mais ici, typiquement, 18 ans, on s'attend à ce que Marie, il y ait une forte probabilité qu'elle aille dans un autre état. Oui. Et moi, quand il s'agit de préparation, je suis
très très prête comparé à lui parce que moi je vois ça comme des milestones et j'ai ce défaut de vivre beaucoup dans le futur. Bien sûr. Les jours. Oui, On verra. je suis très sûre. On verra. Bon, c'est comme le mariage. Hein. Quand je me disais prête pour le mariage, je suis arrivée dans le mariage, il y avait des difficultés. Mais ça ne veut pas dire que j'aurais repoussé l'échéance de mon plein gré. Donc, moi, j'ai cette espérance, j'ai ce focus, je compte les années, je compte les jours. Et puis, je veux tellement voir, donc j'ai ces milestones dans ma tête quand ils ont leur diplôme, ils finissent aussi l'université, quand ils sont mariés, s'ils ont des bébés, si Dieu me donne la grâce de porter mes petits-enfants. Donc, je rêve jusque là-bas. Donc, c'est quoi, le high school diploma? Dans le grand scheme, c'est l'étape numéro 0. Donc, pour moi, c'est petit, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se battre avec, ça ne veut pas dire, mais j'ai besoin d'y arriver. Je rêve déjà beaucoup plus loin que ça. Donc, je suis très disposée, très impatiente d'y arriver. Et là, je suis le permis, il faut le permis. Bon, après, il faut le diplôme, et puis on avance. Très vigilante. Ok, les trois là, qui est le plus ou la plus humoristique, sens d'humeur, qui est plus sérieux et qui est au milieu, juste au milieu, leurs caractéristiques. Comment vous les décrivez? Et l'humoriste, c'est Eden. Mais les blagues de Jojo, ça fait plus sérieux. Oui, mais... Maintenant, le plus sérieux, c'est aussi Eden. Marie? Non, Marie, c'est plus sérieux. Marie est plus sérieuse qu'elle. C'est l'aînée qui est la plus sérieuse. Oui, elle est la plus sérieuse, elle rassemble, elle réfléchit, Elle elle est plus perceptive, mûre. elle est beaucoup plus mature. mûre. Et le deuxième, c'est... Non. Il est au milieu, juste au milieu. Le bon viveur, hein, celui Oui. qui croque la vie comme une pomme. Là. Ça, c'est lui, le deuxième. Et le troisième, c'est... C'est le professeur, c'est le... Moitié professeur, moitié clown, non? Ça dépend, ça dépend de son humeur, ça dépend d'où il est, oui. Okay. Et bizarrement aussi, c'est lui le plus sportif. En bon? Tous les trois, C'est oui. lui l'athlète. C'est lui l'athlète par excellence. Un mental d'acier. Un mental d'acier, une volonté, que ce soit la natation, le basket, ou bien courir, c'est lui. Le deuxième est le plus malin. Rusé. Rusé aussi, un peu comme ça. Donc il faut bien surveiller et tout. La troisième, plutôt l'aînée. L'aînée, on dirait qu'elle a déjà fait son choix de quel genre de style de vie elle est focus, elle sait ce qu'elle veut. Ça va. Merci, chérie. De rien, papa. Cheers. Voilà. Merci, papa. L'homme quittera Son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. et les deux deviendront une seule chair. wow. Kaninda et Charlotte et Kaninda sont devenus une seule chair. C'est pour vous maintenant. Mais ça fait quelque chose à ajouter pour les enfants. Comment c'est pas facile d'élever les enfants ici en Amérique, venant d'une différente culture. Oui. Yeah. Oui, élever les enfants ici en Amérique, ça demande beaucoup. De un, Merci, ma chérie. l'heure à laquelle ils commencent l'école, c'est pas nécessairement l'heure à laquelle on commence le boulot. L'heure à laquelle ils finissent, ça interrompt la journée de boulot. De deux, il leur faut des activités sportives, des activités cognitives, ça peut être la musique ou autre chose. Donc, ça demande beaucoup. Et quand on en a plus d'un, on en a deux, on en a trois, on se retrouve souvent à faire le chauffeur, courir ci, courir là. Donc, ça n'a pas été facile. Et même les mentalités et tout. Donc, c'est pas facile. Mais vous pouvez engager un chauffeur, non?
Ça coûte d'abord très Ça cher. coûte très cher d'engager un chauffeur. On l'a fait pendant une saison parce que c'était le seul moyen de protéger nos emplois, mais ça coûte trop cher. Donc, c'est difficile. Même engager une bonne aussi, on dit que ça coûte aussi très cher. Ça coûte aussi très cher. Oui. Bon, la bonne, à la limite, ici, il y a des gens qui peuvent venir travailler pour 15 dollars de l'heure. Et en 2-3 heures, ils peuvent faire beaucoup. Donc, si vous avez ça une fois par semaine, ça peut aider à faire des choses importantes. Donc, ça coûte assez cher, on peut dire, mais par rapport à la réalité, moi, je proposerais ça à certaines de mes sœurs, à certains des couples qui sont en difficulté parce qu'il y a trop de chores, trop de choses à faire. Il faut considérer des fois dépenser un peu d'argent pour ça. Ça peut aider. Donc, d'une manière générale, on va avec les moyens de bord. Oui. Et malgré que ce n'est pas facile, aujourd'hui, après 20 ans, vous vous dites heureux. Un mot pour ceux qui sont encore de se débattre pour élever les enfants. Ils sont nouvellement mariés, ils ont des enfants. Le plus important, je dirais, c'est le partenariat. C'est-à-dire que si le mari se dit que c'est le problème de sa femme, et lui il est occupé à faire quelque chose d'autre, plus important, à la longue, ça ne va pas marcher. Si la femme se dit que non, c'est pas mon problème, c'est le papa qui est responsable des enfants, c'est à lui de trouver la solution, ça aussi, ça ne va pas marcher. Donc, c'est-à-dire qu'il faut trouver un certain équilibre où vous partagez la tâche en fait. Donc, peut-être que lundi, mardi, mercredi, c'est papa, et puis l'autre jour, c'est maman, ou bien peut-être qu'il y en a un qui fait le matin, l'autre qui fait le soir. Pour toutes ces tâches, bon, en tout cas chez nous, on trouve un moyen de partager. C'est pas facile, mais... Et puis bon, aussi moi je trouve que une bonne raison de partager les tâches par rapport à avoir un chauffeur, bon, d'ailleurs le chauffeur c'est cher, mais quand on passe aussi du temps avec les enfants dans la voiture, on les amène ici et là, ça ouvre aussi beaucoup d'opportunités pour avoir des conversations, pour causer. Par exemple, on est en train de conduire, on peut écouter une émission qui est assez importante pour nous les parents, peut-être comment trouver un meilleur investissement ou bien même pour une émission qui a à voir avec la foi. Les enfants sont là, ils écoutent, ils grandissent, ils posent des questions. Donc je trouve qu'il y a aussi moyen d'enrichir les conversations et de partager certaines choses avec les enfants. Moi, j'ai ajouté que parfois, il y a très peu de moyens financiers. Parce que les enfants, ils ne restent pas petits pour toujours. Hein. Ils grandissent, après, ils vont se prendre même en charge. Mais à certains âges, des fois, moi, je me rappelle, une fois, j'avais mes 2 petits, j'étais déjà enceinte du cadet, j'avais les études, beaucoup d'histoires. Parfois, c'est le boulot. Donc, parfois, pour survivre, il faut un peu sacrifier des moyens pour passer cette petite saison. Et à part ça, j'allais aussi dire que la compassion de l'autre, il y a des périodes où l'un prend sur lui plus que l'autre. Et dans tous ces... En amour, on ne compte pas. On se donne comme Jésus a aimé l'Église, il s'est donné lui-même. En amour, on se donne jusqu'à ce que des fois, ça fasse mal. Alors, il faut la compassion pour soutenir l'autre. Il y a des périodes où c'est plus Dad ici qui conduit, qui court ici et là. Je l'encourage, je le supporte. Quand c'est mon tour aussi, il fait la même chose. Donc, encourager l'autre dans ce qu'il fait, respecter, apprécier et tout. Et puis, quand les enfants sont là, il faut les impliquer dans les petites tâches dès le bas âge. On ne peut pas ranger leurs jouets. Et après, c'est quoi? On va faire la vaisselle pour eux, préparer pour eux à vie. Donc, on doit leur apprendre à se débrouiller et à aider. Oui, ça, cet aspect est très important. Responsabiliser les enfants, déjà à la maternelle, hein. Même bien avant qu'ils aient à la maternelle, tu prends tes jouets, tu finis, tu les remets, tu jettes tes habits par terre, tu dois les ramasser. Bon, un enfant de 2 ans ne va pas s'attendre à ce qu'il commence à plier les habits. 3 ans, il va pas, mais il peut ramasser. Il peut ramasser, bien sûr, il faut courir derrière, il faut lui dire ramasse ça, mets ça ici, mais ils apprennent les bases. Et si on le fait d'une façon assidue, je pense que 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, ça devient l'habitude.
Apprendre à quelqu'un, même entre couples, on s'éduque l'un et l'autre, on éduque les enfants, c'est un investissement. Ça fait parler, et des fois on est frustré et on abandonne. C'est ce qui est mauvais. C'est plus facile de le faire soi-même quand on essaie d'apprendre quelque chose à nos petits-enfants, mais c'est un mauvais choix en fait. Tu ramasses pas tes chaussures assez vite, je vais ramasser pour toi. Non. C'est un mauvais choix. Investir, C'est comme aller faire la chambre des enfants tout le temps. Ça va faire. Sans l'enfant. Tu vas tout seul, non. Tu prends l'enfant, tu dis bon, tu as 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, allons faire la chambre. Et peut-être tu fais une moitié et l'autre enfant fait l'autre moitié. Quand ils arrivent à un certain âge, tu te tiens juste à la porte. Ça va ici. Ça, tu fais comme ceci. Ça, c'est comme ceci. Jusqu'à ce que le tout soit fait. Et ça demande du travail. C'est un investissement. Tu aurais pu être en train de préparer ou bien de travailler, de faire quelque chose d'autre. Mais tu vas passer 30 minutes à dire ça va ici, ça va ici, ça va ici. Et tu le fais plusieurs fois par semaine. C'est facile, on est fatigué. Hein. On est fatigué, donc c'est facile, c'est tentant de dire que bon, ça marche pas, j'abandonne. Mais c'est vraiment mauvais calcul. Ok. Yep. À 2. Ça fait 20 ans. Je vais cesser de vous dire félicitations. C'est pas facile. Les uns se marient aujourd'hui. Après 2 jours, ils se séparent. Hein. Après 1 mois, 2 mois, une année, ils se séparent. Mais vous avez parcouru ce long voyage de 20 ans. Encore une fois, félicitations. Merci. Quel est votre secret de rester si ensemble très longtemps comme ça? C'est quoi le secret? Je pense pas qu'il y ait un secret. Je pense que tout commence avec comprendre, avoir une certaine idée de c'est quoi le mariage. Et certaines personnes ont l'idée que bon, je me marie, si ça marche, je reste, si ça marche pas, je pars. Mais comme je l'ai dit avant, pour moi, dans ma tête, c'était clair. Je me marie une fois, donc comme disent les Américains, I'm all in. Donc je dois faire de mon mieux pour que cette expérience, ce mariage soit une réussite, parce qu'il n'y a pas une deuxième option. Donc ça c'est la base, au moins pour moi. Et puis après ça, c'est comme Jarod l'a dit, c'est une série de choix. Hein. Et on a un objectif en fait. C'est quoi l'objectif? Est-ce qu'on veut avoir un mariage qui est bon et qui va durer ou pas? Maintenant, en fonction de notre situation personnelle, il y a certaines choses qui doivent être améliorées, il y a certaines choses qui doivent être supprimées, il y a certaines choses qui doivent être ajoutées. Et au fil des années, au fil des mois, on essaie de trouver quelle est la formule. Il n'y a pas une formule, je trouve. Au fil des temps, les choses changent. Quand on est à 2, il y a une certaine dynamique. Quand les enfants arrivent, il y a une certaine dynamique. Quand les enfants ont un certain âge, il y a une certaine dynamique. Donc je trouve que c'est... En fait, c'est comme s'il faut continuellement se réinventer. Et si on oublie de se réinventer, on peut se retrouver un peu bloqué dans une phase antérieure qui ne va pas vraiment nous permettre d'être à 100% dans le moment où nous sommes. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses? Bon, moi, mon secret, c'est ma foi. Parce que dans ma foi, bon, tout ce qui me dépasse, tout ce qui est hors de mon contrôle, même ce qui est dans mon contrôle, je confie à Dieu. Et ça, c'est très important parce que dans le mariage, des fois, on essaie de changer l'autre. Et ça, c'est s'investir à perte. Donc, quand j'ai compris ça, je n'essaie plus de changer mon mari. Bon, ça ne veut pas dire qu'on se tait complètement, on ne peut pas dire quand quelque chose ne va pas. Of course, il faut communiquer pour qu'on puisse bien avancer ensemble. Maintenant, après avoir relâché tout dans les mains de Dieu, maintenant je me concentre sur moi. Comment je peux devenir une meilleure personne. Et souvent, bon, un bon mariage, ça commence avec un bon choix. Hein. Parce que tu peux avoir toute la volonté du monde. Si dès que tu ouvres ta bouche, par exemple, ton mari te gifle, ou ta femme t'insulte et tout, tu vas travailler avec ça. Comment ça peut te démoraliser, te désorienter. Donc si tu sais que tu as un bon matériel, tu sais que tu as quelqu'un de bien à tes côtés, alors maintenant, comment élever cette situation? C'est là où je cherche auprès de Dieu la sagesse.
la sagesse, savoir à quoi est-ce que mon mari répond bien. Mon mari m'avait promis ceci, il ne l'a pas fait. Si je viens maintenant et je l'attaque par rapport à cette promesse, et qu'il s'énerve aussi, je le connais, il peut s'énerver. Après ça, dans l'heure qui suit, j'ai besoin qu'il fasse ça, 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 ça. En l'attaquant là, je ne suis pas moi-même déjà en train de saboter l'effort qui doit se passer dans les quelques heures qui suivent. Donc ça, c'est la sagesse qui nous fait comprendre ça. Et c'est là qu'on sait qu'on a encore besoin de l'autre. Comment on peut le construire au lieu de le détruire? Comment on peut l'édifier, le fortifier? Parfois, il faut voir aussi ce que l'autre fait. On peut se focaliser sur ce que l'autre ne fait pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Moi, quand je me concentre sur ça, c'est beaucoup. Je sais que chaque minute de sa vie, pratiquement, il a pas à faire quelque chose de bien pour sa famille. Comment un tel homme, on va essayer de le détruire? Donc, c'est à moi de trouver une façon, si j'ai vraiment besoin de quelque chose, pas de venir le condamner, lui dire, toi, tu es toujours comme ça, mais venir plutôt lui dire que moi, Charlotte, pour que je respire bien, pour que je me sente bien, j'ai besoin de ça, 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 et voilà, tu m'avais promis ça, tu ne m'as pas donné. On est des humains, et surtout si on est des humains chrétiens, c'est comme ça que... Moi, c'est ça mon secret. La foi. J'ajouterais, oui, la foi, c'est très important. J'ajouterais une autre chose. Moi, dès que je me suis marié, j'avais cette idée qu'on allait aller dans une retraite de mariage. Et peut-être que certaines personnes ont l'idée que quand on va dans la retraite, ça veut dire qu'on est dans une situation difficile où on a vraiment besoin d'une aide ou bien c'est un truc qui est honteux. Et c'est vraiment le contraire. Quand on va dans une retraite de mariage, surtout dès le début, comme si on essaie de raffirmer la fondation. Parce que nous, on est allés dans la retraite, dans des retraites, plusieurs, et on a beaucoup appris. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et il faut avoir quand même cette humilité de savoir que je ne sais pas tout, je suis un débutant. Où est-ce que je peux, surtout pour nous qui étions isolés, ici en Californie, la famille est loin, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir, comment dire, avoir comme une source de renseignement, une source d'aide. Et quand on est allé dans cette retraite, la première retraite qu'on a faite, ça s'appelle Marriage Encounters, on a trouvé que c'était vraiment une chose très bien. Si on avait su, si on avait vraiment compris les choses, on aurait vraiment fait cet effort d'aller même après 6 mois. Parce que ça nous aurait évité beaucoup de problèmes. Donc je pense que c'est aussi quelque chose que j'aimerais dire. Aller dans les retraites, on apprend toujours quelque chose. Si on n'a pas appris quelque chose de nouveau, on est des humains, on est occupés, on oublie quelque chose qu'on avait appris il y a 5 ans, il y a 2 ans. Et juste renouveler un peu ce qu'on connaît déjà. Et je trouve que c'est très important. C'est un peu comme on va au travail, on essaye de devenir la meilleure infirmière, on va dans des séminaires, on veut devenir le meilleur ingénieur ou même le meilleur joueur de basket ou de foot. On passe beaucoup de temps. Qu'est-ce que je peux faire pour devenir meilleur? Qu'est-ce que je peux faire pour devenir meilleur? C'est la même chose avec le mariage, c'est du travail, il faut s'investir, il faut chercher qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux comprendre. Et j'aime beaucoup ce qu'elle a dit, il faut mettre la priorité sur soi-même. Et généralement, si on met la priorité sur soi-même, et comme elle a dit, on a vraiment la bonne personne avec soi, l'autre personne va aussi commencer à changer d'elle-même, en réponse au changement que nous-mêmes nous sommes en train de subir. Et dans les retraites de mariage en général, on nous apprend à comprendre le sexe opposé. Le monde masculin et féminin sont vraiment différents, la façon de raisonner et tout. Donc ça, en général, ça aide beaucoup. Mais dans le mariage encounter, dans cette retraite, on nous a appris à aller plus profondément et à comprendre l'autre en tant que soi. Et c'était avec des lettres où on expliquait sur certains sujets comment on se sent. Et je peux dire que c'est là que j'ai appris à lire entre les lignes, à comprendre comment mon mari fonctionne. Donc, des choses par lesquelles on était déjà passés, parce qu'on a eu à revenir sur le passé. Là, je croyais qu'il n'avait rien ressenti, il s'en foutait de la situation et de ce par quoi moi je passais. Mais quand on l'a invité à s'exprimer, il a exprimé ça et j'ai compris ses peines, ses douleurs et son processus, comment il fonctionne.
Et par exemple, quand il y a une situation difficile, lui, il va chercher au passé à résoudre et comme ça, on passe à autre chose. Mais les femmes, il y a des sentiments, des émotions. Il faut d'abord réconforter. Un homme qui ne réconforte pas, il ne va pas avoir un bon résultat. Pour la plupart des femmes, il faut réconforter. Donc, il a appris à faire cela. Il a appris que c'était plus important que résoudre le problème sur place. D'autres choses, je sais que si je lui parle de ceci, de cela, avec tout ce qu'il a en tête, c'est impossible qu'il se souvienne de certaines choses. Je sais pourquoi il travaille. Je connais les limites. Donc, c'est comme si on m'a donné le mode d'emploi. Et depuis lors que j'ai appris à mieux le connaître, toutes les petites disputes et tout, c'est parti. Et en le connaissant maintenant, je peux dire que je l'aime. Parce que quand on s'est mariés, c'était un amour, c'était du romantisme. C'était qu'est-ce qui me plaît, des choses comme ça, quoi. Mais maintenant, j'ai la compassion d'abord pour lui. Et je regarde ce qu'il fait de bon et je l'aime, je l'apprécie. Et je sais, c'est plus facile de reprocher à quelqu'un quand on ne le comprend pas et de vouloir. Quand on veut reprocher à quelqu'un, souvent on a tendance de le démoniser. Tu es mauvais. Ça, c'est des choses aux retraites, on nous apprend comment ça doit quitter ton langage. Il ne faut pas essayer de se prouver ou de prouver à l'autre qu'il est mauvais pour que soi-même on se sente bien. Non, personne n'est mauvais. C'est pour ça qu'on s'est choisi. Si tu savais qu'il était mauvais, pourquoi tu l'as pris? Maintenant, quand tu parles que la personne n'est pas mauvaise, il faut essayer de comprendre et parfois savoir se remettre en question parce que aucun d'entre nous ne veut vraiment consciemment faire le mal à l'autre. Si je sais que ça c'est mal, je ne vais pas venir avec un marteau taper sur ta tête. Mais peut-être que tu fais le mal sans le savoir. Comment tu vas savoir? Il faut se remettre en question. Et quand vous parlez de... Est-ce qu'on a des gens pour nous conseiller? Avec le temps, j'ai appris à avoir mes personnes de confiance chez qui je peux retourner et dire « Ah, il s'est passé ci, il se passe ça, ça, ça. » Toi, comment tu trouves? Est-ce que j'ai mal agi? Et ils me disent, je sais qu'ils me disent la vérité. Parce que c'est pas toujours, non, Charlotte, toi, tu es bien. Ils vont me dire quelque part que non, Charlotte, tu aurais pu faire ça, fais ceci. Et des choses auxquelles je n'ai pas pensé, ça m'aide. Donc, l'affaire de se remettre en question, c'est quelque chose aussi que j'ai appris à partir des prières. Merci. C'est la même personne, 20 ans avant et 20 ans après? Oui et non. Je dis oui et non parce que on ne peut pas rester au même niveau, par définition. Soit on grandit ou bien soit on rétrécit. L'idée que je peux être la même personne, c'est pas vrai. Même physiquement, bon, il y a des changements. Mais donc, c'est pas la même personne parce que on est passé par beaucoup de, je dirais des aventures. Beaucoup d'aventures en 20 ans. Certaines choses très positives, certaines choses négatives, le bon et le mauvais. Quelle est notre réponse? On doit changer en fonction de tout ça. On va en retraite, qu'est-ce qu'on a appris? Comment notre mariage a évolué pendant 20 ans? Est-ce que c'est la même chose? Si c'est la même chose qu'on avait au début, je trouve qu'on a échoué. Ouais. Donc, je dis oui, on est les mêmes personnes. C'est toujours Charlotte. Je ne trouve pas du tout. C'est toujours Charlotte, mais... Je ne me reconnais pas, et lui aussi a beaucoup changé. Mais il y a eu un changement. C'est-à-dire que les principes avec lesquels on a commencé n'ont pas changé. Mais la compréhension et les outils que nous avons pour continuer d'aller de l'avant, cela ont changé. C'est pour ça que j'ai dit oui et non. Pour moi, c'est pas du tout parce que, par exemple, il n'avait pas de relation avec Dieu quand moi je l'ai rencontré. Vrai? Mais maintenant qu'il a une relation avec Dieu, comme la Bible le dit que nous devenons une nouvelle création, moi je vois ça en lui, c'est un témoignage ambulant. Et je vois l'impact de ce changement dans notre mariage. La conversion, c'est la première personne qui peut mieux en témoigner, c'est l'époux. De même pour moi, quand il y avait un problème, je pouvais pleurer, être déprimée et tout. Mais maintenant, j'exerce quand même une certaine maturité. Donc, il y a eu beaucoup de changements que je trouve positifs. Oui. Il n'y a pas vraiment de changement négatif, mais je trouve que ce n'est pas la même personne. Et je remercie Dieu pour ça. Il n'était pas papa, il est papa maintenant. Ce n'est pas la même personne. Linda papa et Linda pas papa,
de monde. Hein. Il aimait les boîtes, il n'aime plus aller en boîte. Il n'y a que ses pieds qui sont restés pareils. Ok. Qu'est-ce qui t'a changé en lui? Qu'est-ce qui t'a changé en elle? Son style? Sa façon de parler? Quelque chose de changement. Qu'est-ce qui t'a changé en lui ou en elle? J'aime plus que tu portes. J'aime plus que tu te coiffes. Go first. J'aime plus que tu. Voilà. Ce parfum ne te va pas. Yeah. Bon, nous, par la grâce de Dieu, au départ, on est des gens très simples. Il n'y avait pas beaucoup à changer. Mais même dans notre simplicité, pour moi, c'est une grande bénédiction quand il s'habille bon genre. Mais de pas d'où on vient, c'est pas vraiment ce sur quoi on est concentré. Donc, des fois, je pousse un peu, hein, et je veux des petits trucs. Par exemple, il peut pas mettre du rose. Moi, je peux vouloir le voir en chemise rose. Donc, maintenant, sur moi, l'impact qu'il a eu, c'est de... Il me valorise. Il y a des choses... J'essaie de me voir avec son regard. Par exemple, les tenues africaines, moi, je n'aimais pas. Mais quand il me voit en tenue africaine, c'est comme s'il a vu une déesse africaine. Il est tellement content. Donc maintenant, j'ai la joie de porter ça parce que je sais que ça joue beaucoup dans le regard de mon mari. Et d'un point de vue comportement aussi, j'ai toujours minimisé ce que j'ai fait de bien. J'ai toujours voulu faire plus. Lui, il m'apprend à m'apprécier, à m'accepter comme tel. Et il m'a encouragée aussi. Moi, j'aime être plus naturelle. Là, j'ai mes cheveux naturels. Quand je sors, tout le monde critique. Pourquoi tu fais pas? Il y a les jolies perruques, les histoires, les gens me donnent même cadeau. Mais lui, il m'aide à valoriser ça. Il me dit que j'ai aimé chez toi, c'est ta simplicité. Donc maintenant, le bruit des autres, j'arrive à taire ça par rapport à ce que lui me dit. Donc ça me donne plus confiance en moi. Je suis appréciée à ses yeux, c'est le plus important. Tout à fait. Yeah. Moi, je dirais que oui, l'une des choses que Charlotte m'a apprises, c'est, je dirais, la générosité. C'est quelque chose, pour elle, ça occupe une grande place. C'est presque pas un défaut. Hein. C'est faux. Charlotte, si on la laisse, elle va donner tout ce qu'il y a, tout ce qu'elle a sur la main à la première personne venue. Mais je comprends, ça m'a pris du temps pour comprendre cette optique dans laquelle elle opère. C'est une bonne chose. Après, quand même aussi d'être un peu plus organisée, je trouve. Charlotte, elle aime avoir des plans et des structures et des bilans et ce genre de choses. Moi, j'étais un peu plus comme free spirit, donc je fais comme ça vient et bon, jusqu'ici ça va marcher sans problème. Hein. Donc pourquoi changer maintenant, ouais. Donc c'est une autre chose que j'ai appréciée. Et puis bon, elle m'a quand même aussi appris à être un meilleur mari. Parce que il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas, pour être honnête. Je ne comprenais pas. Et maintenant, je suis comme arrivé à un niveau où j'ai compris en fait que dans le mariage, on ne doit pas nécessairement tout comprendre. Il y a certaines choses que ma femme fait, je ne comprends pas, ça fait 20 ans, je ne comprends toujours pas pourquoi elle le fait, mais je peux l'accepter. Sans avoir à comprendre, pour me dire que si c'était moi, jamais je peux faire quelque chose comme ça. Les autres diraient, quelqu'un qui a étudié ne peut pas faire quelque chose comme ça. Mais elle le fait, et ça fait 20 ans qu'elle le fait. Par exemple? Vas-y, it's okay. Moi, si je suis malade, je prends les médicaments. Oh. Direct. C'est-à-dire que pourquoi, hein, mais ma femme, elle ne va pas le faire. Elle va, non, je vais faire ça. Jusqu'à ce que la douleur devienne telle qu'elle perd pratiquement la tête. Là, elle va me demander de donner même 6 comprimés directement. Je dis, mais non, on ne peut pas le faire. Mais j'ai compris que, jusqu'à présent, je dois me mordre la langue en fait. Quand je la vois, elle a des problèmes, des douleurs et tout ça, je dis, mais ça se résout facilement. Pourquoi passer par un tel chemin? Tu vois? Mais les gens sont comme ils sont.
Là, j'ai appris que... Tu as dit, oh, désolé ma chérie, hein, sois forte. Mais de bas comme ma main, je me dis, ça doesn't make any sense. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est un truc facile à gérer. Mais après 20 ans, tu as compris que non, elle est comme ça. Et tu acceptes. Tu n'as pas besoin de comprendre. Et c'est ce que tu n'aimes pas en elle. Pardon? C'est ce que tu n'aimes pas en elle. Ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que il y a certaines choses qu'on n'aime pas et il y a certaines choses qu'on ne comprend pas. Et c'est pas vraiment la même chose. Parfois, il y a, comme on dit, overlap. Je ne comprends pas et j'aime pas. Mais cette histoire de médicaments, je dirais que c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais je ne vais pas nécessairement aller que non, c'est quelque chose qui ça m'irrite ou bien non. Mais je comprends vraiment pas. Pourquoi se faire souffrir? Ok. Et Maman Kalinda, qu'est-ce que tu n'aimes pas en lui, en termes d'habitude? Je ne veux pas qu'il fasse ça, mais il le fait souvent. Bon, ne pas aimer, c'est trop dire, mais ce que j'ai du mal à vivre avec, c'est on les appelle alpha male. Donc, lui, il donne, il fait, au-delà des limites. Et parfois, moi, j'ai déjà atteint mes limites, mais je suis obligée de suivre son rythme et c'est trop, je suis épuisée. Donc, les enfants sont au sport, il doit aller à l'église. Donc, je trouve qu'il met trop sur notre calendrier, donc j'ai du mal avec ça. Ça, c'est difficile dans le mariage, mais comme je l'aime et je prie par rapport à ça, et comme je lui donne cette place-là de Seigneur, j'essaie d'avoir confiance en me disant ça va aller. Donc, je peux dire qu'il y a ça. Et puis, bon, on est deux personnes quand même assez intelligentes et forte personnalité. Et donc, des fois, quand on veut discuter de quelque chose, ça ressort. Hein. Moi, par exemple, dès que je commence à parler, des fois, lui, il réagit directement et je trouve qu'il a balayé tout ce que je voulais dire. Donc, ça fait des incompréhensions. Donc, ça, c'est un truc sur lequel on travaille. On travaille et puis pour lui, il trouve qu'il peut manifester des objections sans pour autant que je me sente insultée, quoi. Donc, c'est des choses qui font un peu de difficulté. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, l'organisation, il est déjà beaucoup plus organisé qu'avant. Mais il y a des moments où, en fait, je crois qu'il n'y a pas assez d'heures dans la journée. Et donc, parfois, je lui fais promettre des choses qui sont importantes. Il promet, mais il ne va pas faire. Et ça, c'est dur. Mais quand j'essaie de le comprendre, again, par rapport aux enseignements que j'ai reçus, j'essaie de revoir, ok, il n'a pas fait ça parce qu'il faisait quoi à la place? Il a dit ça parce qu'il pensait quoi? Qu'est-ce qu'il aurait voulu s'exprimer? Et apprendre aussi qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qu'il ne dit pas, mais qu'il croit que je vais comprendre. Alors, apprendre à venir demander, est-ce que j'ai bien compris? Tu vois, quand tu complètes entre les lignes, ben, faut s'assurer qu'on a bien complété. Parce que des fois, c'est pas du tout ça. Donc maintenant, j'ai appris à vérifier ses silences, les choses qu'il n'a pas dit. Est-ce que ça veut vraiment dire ce que j'ai dit? Donc, c'est pas que je déteste toutes ces choses, mais je sais que notre mariage, il n'est pas parfait. C'est des petits trucs qui peuvent parfois un peu demander des stratégies pour bien avancer ensemble. Et ce que tu aimes, il y a beaucoup de choses que tu aimes en lui, mais une chose? Lui travaille jusque tard et je déteste ça. Mais je me sens écoutée parce que des fois, quand il sait qu'il va travailler jusque tard, souvent, presque toujours maintenant, il m'appelle et me dit, viens, je vais te mettre au lit, s'assure que je me suis bien endormie. Oh. Et puis là, il rentre. Il faut des roses. Oui, ça j'aime beaucoup. Sa relation avec Dieu, j'aime beaucoup. Je trouve que ça le rend une meilleure personne. Et puis, il me traite maintenant avec beaucoup de compassion. Depuis ces fameuses retraites de mariage, il me traite avec beaucoup de compassion. Donc cet amour qu'il me montre, je ne me sens pas jugée. J'ai passé des moments, par exemple quand j'étudiais pour mon master, c'était des moments très difficiles, là où je ne faisais pas ce qui était rationnel.
mais il était très compassionné. Si on ne m'envoyait pas manger, j'allais pas manger. Si on m'envoyait... Donc, il était là pour veiller sur moi comme un œuf, hein, et m'emmener à bon port. Donc, il prend aussi beaucoup sur lui et c'est ce qui me permet d'avancer et faire ce que j'ai à faire. Il me comprend beaucoup. Wow. Et The King, une chose que tu aimes en elle, il y a beaucoup bien sûr, mais une seule. Moi, je dirais que c'est la même chose que j'avais apprécié chez elle au début, que c'est la même chose. C'est une femme simple. Pour moi, hein, simple, ça veut pas dire... Parfois, quand on dit le mot simple, il y a des gens qui peuvent utiliser le mot simple comme un peu, d'une façon, un peu, il y a quand même préjudiciant. Mais simple, je veux dire, c'est une femme très intelligente, mais elle ne se prend pas la tête avec beaucoup de choses super. Elle est ingénieure, il faut le mentionner. Oui, elle est ingénieure, elle a son master, mais ça ne lui prend pas la tête. Et quand je parle d'une certaine simplicité, c'est la concurrence avec d'autres femmes. Donc, celle-ci a porté telle marque, je dois avoir telle marque, celle-ci a fait ceci, je dois, step by step, je dois vraiment faire cette concurrence. Non, on n'a pas ce genre de problème dans notre couple. Eh bien, la maman revient du mall avec $2000 de sacs, et de chaussures et des scènes. Non, on n'a pas ce problème. On n'a pas ce problème. Donc, je sais que c'est une bénédiction. Vous avez un seul compte bancaire? Bancaire? Oui, on n'en a qu'un seul. Et pourquoi? Pourquoi pas? C'est-à-dire que on est vraiment ensemble. Il fut un temps quand on est arrivé aux États-Unis, elle ne travaillait pas. N'est-ce pas? Donc, j'avais le compte et j'ai payé toutes les factures. N'est-ce pas? Et comme elle disait, je l'ai accompagnée, elle est retournée à l'école, elle a fini l'école, elle a eu son boulot, elle a commencé à faire son argent. Mais ce n'est pas son argent, c'est notre argent. Donc, si c'est notre argent, pourquoi on doit mettre notre argent dans deux comptes séparés? Donc, c'est quoi notre stratégie? Elle est très simple. On met tout dans un seul compte. On sait que il faut payer la maison, il faut payer l'eau, il faut payer l'électricité, il faut payer ceci, il faut payer cela. Quand on a payé tous ces trucs qui sont nécessaires, ce qui reste, on en parle. Parce que je trouve que ça nous force à avoir des conversations parfois qui sont difficiles. Ah, si on fait ça, ça veut dire qu'on ne va pas faire ceci. Ah, mais ça fait 2 ans qu'on retarde ce truc. Ça, c'est important pour moi, mais c'est pas important pour toi. Ou bien, pourquoi c'est pas... Ça peut être des conversations difficiles. Mais dans des conversations difficiles, on est sur la même longueur d'onde. À la fin, pour dire que bon, franchement, j'aurais préféré aller de tel côté, mais après cette discussion, je vois que bon, peut-être même, ça peut même à contre-cœur, hein, mais elle sait où va l'argent. Et elle a accès au compte en ligne, elle peut voir où l'argent va, les cartes de crédit, même chose. En fait, c'est quoi la prémisse? C'est que si je dois lui cacher quelque chose, on est déjà dans les beaux draps. Si elle doit me donner pour dire que, oh, ce compte-là, c'est pour moi toute seule, comme ça, quand il y a des problèmes dans ma famille, je peux faire quelque chose. Mais si on a vraiment compris le mariage, sa famille, en quelque sorte, c'est ma famille. Si on a compris des choses. Parce que quand j'allais dans sa famille, je voyais ses parents. Bonjour papa, bonjour maman. On n'est pas dit, oh, bonjour beau-père, bonjour belle-mère. On n'a pas ce langage chez nous. C'est bonjour papa, bonjour maman. C'est la même chose quand elle vient dans notre famille. Donc si c'est notre famille, alors, on sait qu'il y a des problèmes à la maison. Ah, mon frère a des problèmes, est-ce qu'on peut lui envoyer une telle somme? Ah, oh, c'est la fin de l'année, hein, j'envoie telle somme à mes tantes parce que elles sont peut-être un peu dans le besoin. On doit être en mesure d'avoir ces conversations pour s'assurer que il n'y a pas on ne va pas dans des directions différentes. Merci beaucoup. Ça, c'est un point très important. Et ceux qui nous suivent vont retenir ça et ils vont en profiter. Tu l'appelles comment? Ça dépend. C'est pas, c'est pas comme tout le monde l'appellerait. Ça dépend. Parfois c'est juste Charlotte, parfois c'est Chacha,
Waouh, je n'ai jamais Parfois, c'est entendu. Sweet Sparkle Berry. Reprenez un peu ça? Sweet Sparkle Berry. Non, les tout. Parfois c'est. Parfois, c'est Charlotte. Mhm. Parfois, c'est Chacha. Mhm. Parfois, c'est Marin. Parfois, c'est Sweet Sparkle Berry. Parfois, c'est Maman. Ça dépend. Elle a beaucoup de chapeaux, beaucoup de noms. Maman, tu l'appelles comment? Je mentionne aussi qu'il est aussi ingénieur. Mhm. Tu l'appelles comment? Je l'appelle Kalinda, je l'appelle Linda, je l'appelle My King. King. Waouh. King K. Et comment tu gères sa journée très chargée, surchargée? On essaie de rester en contact. Des fois, on quitte la maison à différentes heures. Des fois, on ne s'est pas vu le matin. Mais dès que possible, on s'appelle. Et quand je sais qu'il y a 2 ou 3, j'essaie de le maximum, ça doit être 3 choses. Vérifier s'il y a 3 choses importantes parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc, je l'appelle pour ces 3 choses. Et on s'appelle 2, 3, 4 fois par jour avant de se voir. Voilà. Mhm. Comment tu gères sa journée? C'est la même chose, hein, c'est de savoir dans les deux sens. On essaie d'avoir une routine qui est responsable de quoi. On en parlait même, c'était quoi, hier ou avant-hier. Je dis, bon, la semaine qui vient ici, c'est toi qui vas prendre les enfants à telle heure, c'est toi qui vas faire ceci. N'oublie pas de faire ceci si on a besoin de quelque chose. Donc, c'est vraiment un dialogue, une conversation où de temps en temps ça change. Bon, parfois aussi au milieu de la journée, quelque chose peut se passer. Elle était censée prendre des enfants, et puis son boss, dernière minute, lui balance un meeting. Elle m'appelle pour dire, hey, désolé, j'étais censé prendre des enfants, mais le gars m'a balancé un meeting, je ne peux pas y échapper. Donc il faut aussi une certaine flexibilité. On a comme un plan, mais il faut une certaine flexibilité parce que bon, si on t'appelle pour dire que l'enfant est malade, tu dois tout laisser tomber, aller chercher l'enfant. Si on t'apprend qu'il y a ceci ou cela, donc c'est comme ça qu'on fait. Et aussi, on a une chaîne à 3, là où notre fille nous texte. C'est souvent elle qui commence. Comment va la journée, comment ça évolue. Et puis on se répond, on se texte pendant la journée. Si c'est rapide, des fois c'est juste un émoticône, un cœur, un hug. Donc on se parle pendant la journée. On passe la journée à 3 comme ça. Wow. Et c'est aussi une façon de responsabiliser notre fille. C'est aussi une façon pour elle pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on lui donne aussi beaucoup de responsabilités. Donc il faut qu'elle commence à avoir déjà cette insight pour savoir que, ah non, c'est les choses dont les parents sont en train de parler. Et ça va l'aider plus tard. Ok. Qu'est-ce qu'il aime manger? Le Pas le plantain. repas de tout le jour, mais ce repas-là spécial qu'il aime bien. Le plantain, le poisson et les légumes genre pondou, des légumes faits à l'africaine. Qu'est-ce qu'elle aime manger? La maman ici, ça dépend. Hein. Elle n'aime pas trop aussi manger la même chose trop souvent. Mais en tout cas, ce qui semble ne pas rater, Chikwanga, ça semble passer plus souvent que notre. Avec le fond bois, ça passe. Et puis, quand même, les bonnes côtelettes hein, qu'on a faites sur le barbecue. Ça passe très bien. On parle de Mother's Day, Father's Day ici en Amérique. Papa, parle-nous un peu de Mother's Day et maman va parler de Father's Day. C'est quoi Mother's Day? Yeah, Mother's Day, je pense que c'est un jour qui est très important. Parce que pendant trop longtemps, mais jusqu'à présent on peut le dire, la contribution des mamans a été quand même négligée. C'est elles qui nous ont portés pendant 9 mois, qui nous ont vraiment appris tout ce qui est de simple et de basique. Et on n'est pas qui nous sommes sans la contribution de nous. C'est pas pour dire que les papas ne font rien, mais il y a quand même il y a quelque chose qui est vraiment spécial entre le bébé et sa maman. Donc Mother's Day, c'est le jour où on met vraiment un peu tout de côté pour vraiment célébrer, pour vraiment reconnaître que vraiment nos mamans sont formidables, nos mamans nous ont portés dans leur sein, nos mamans couperaient un bras sans hésiter
pour leurs enfants, leur famille. Et c'est un jour important, donc on essaie de... Bon, aux États-Unis, il y a cet aspect très commercial, hein, où on vous pousse à aller acheter beaucoup de choses. Dans notre couple, on ne met pas vraiment l'accent sur les cadeaux. On commence même à éviter. On commence même à éviter les cadeaux, mais c'est plus avoir un peu ce focus-là sur la maman pour ce jour, s'assurer qu'on passe beaucoup plus de temps ensemble que d'habitude. Father's Day? Father's Day, c'est la même chose. Lui montrer qu'il est spécial, entraîner les enfants dedans maintenant pour qu'on lui fasse du bien. Ça peut être à manger, c'est pas nécessairement des cadeaux. Pour moi, par exemple, j'aime pas beaucoup les cadeaux, mais j'aime qu'au moment que je suis comprise et aimée. Des fois, même le cadeau, ça fait l'effet contraire. On me donne un cadeau, je dis, c'est pour que je fasse quoi avec ça? L'incompréhension commence dedans. Tandis que si quelqu'un m'entoure d'affection et tout, là, je le fais mieux. Merci. Quand sentez-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Elle vous appelle par un nom différent qui indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça se passe comment? Lui, tout se voit sur son visage. Si je ne le vois pas, je ne saurais pas. Si je le vois, c'est sur son visage. Des fois, dans la voix, on sait voir qu'il est fatigué. C'est souvent la fatigue qui peut le déranger. Sinon, c'est tout. C'est dans la voix. Si elle m'appelle dans la voix, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est pas comme s'il y a un problème, on va lui chercher un nom, comme je les appelle, ou je ne sais pas quoi. Non, c'est toujours Chacha, Charlotte, Chacha. Elle reste la même personne, mais Mais quand il ne me comprend pas, il m'appelle ma femme. Ma femme. Ça veut dire qu'il ne me comprend pas ce que je suis en train de faire. Tu parles de quoi, ma femme? La femme que j'ai épousée. C'est biblique, hein? C'est biblique. C'est Adam qui avait commencé. Et quand vous avez un message codé à vous deux, pour éviter que les enfants ne soient pas involved, vous parlez en quelle langue? Lingala. Lingala, si c'est vraiment on doit cacher, parce que les gens comprennent le français même. Donc on doit passer au Lingala, on est protégé. Ok, là vous allez vous regarder avec votre verre en main, si vous voulez. Vous regardez. Et tu bois. Merci, Tu me timides. Je ne sais pas regarder comme ça. Est-ce que l'un et l'autre, tu peux déclarer des belles paroles à celle, des belles paroles à celui qui est assis à tes côtés? Je vais commencer. Ne regarde pas, ne considère pas ma présence, mais la présence de ceux qui nous regardent. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit plus tôt, quand je t'avais parlé de sa foi et de tout ça. Il y a une prière que j'avais faite 2 ans avant qu'on se rencontre. Et j'avais demandé au Seigneur, j'ai dit au Seigneur, c'est à toi de trouver la femme qu'il me faut. J'ai essayé de le faire moi-même de ma même façon et je n'ai pas mis les résultats. Donc, comme j'ai échoué, maintenant je me confie à toi. Et c'est cette femme que le Seigneur a trouvée pour moi. Et après 20 ans, je me rends compte que c'est le meilleur cadeau que le Seigneur a pu me faire. Wow. Et je lui dis ça de temps en temps, si c'était à refaire, je n'aurais pas choisi une autre. Après tout par quoi on est passé, les bons, les mauvais, les moins bons, les moins mauvais, c'est la personne vraiment que le Seigneur a vraiment mise sur ma route pour m'aider. C'est un peu comme, je le disais, c'était hier je pense, hein, Adam et Ève. Ève avait été vraiment mise à côté d'Adam pour l'aider. Et elle m'a beaucoup aidé. Et elle continue de beaucoup m'aider à être une meilleure personne, Donc j'ai vraiment
Je lui suis très reconnaissant. Et oui, je peux dire qu'elle a changé ma vie. Quoi, t'as bisou? Bisous. Ça, c'est étranger. Maman, il t'appartient, il est à toi. Dites-lui ces paroles-là que personne n'a jamais entendues. Ça fait un angle. Je suis très reconnaissante En les regardant, bien sûr. à Dieu pour toi. C'est un miracle que je t'ai rencontré. Et c'est dans ton amour que je m'épanouis. And I really, really love you. Non seulement je t'aime, mais je t'aime bien. Donc j'aime ta présence, j'aime quand on fait nos trucs ensemble. Et partout où on va, même quand je vais quelque part, tu n'es pas encore là. Quand tu arrives, mon cœur, it still goes boom, 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 boom. Il est là. Wow. Qu'est-ce que vous aimez faire à deux sans les enfants? On va pas dire ici. Et qu'est-ce que vous aimez faire avec les enfants? Bon, beaucoup de choses. Parler. Aller passer nuit à l'hôtel, ils aiment beaucoup Les quitter vadrouilles. la maison, Ils aiment les vadrouilles. Donc on va en vadrouille. faire les jeux. Yeah, les nuits de- ces temps-ci, on fait un peu plus de movie night. On regarde des films avec les enfants, ou bien game night. On joue aux cartes. Manger. On aime manger, oui. Cette famille aime manger, Oui, on va au on est des restaurant, mangeurs où on professionnels. prépare et des histoires Ah, comme ça. Notre fille fait le sushi ici, donc quand elle fait le On sushi, frappe ça. on frappe ça sans pitié. On mange. Si on pouvait un peu plus voyager, Yeah, on a fait le 10. Yeah. Il reste pas grand chose, mais tu te rappelles de ce film l'année dernière, il y a longtemps, où le gars avait dit que quand il reste la dernière aile de poulet, si le gars vraiment tellement, il va te la donner. Et bien on allait partager. On partage Ah le ouais. reste ici. merci. Wow. On dirait qu'il en reste encore. Le reste encore. This is mine. Wow. Santé. Santé. Merci beaucoup.